Il y a 50 ans exactement, le 5 juin 1967, éclatait la guerre qui est rentrée dans l'histoire sous le nom de guerre des 6 jours, par laquelle Israël a conquis à la fois la totalité du territoire de la Palestine mandataire, le Golan syrien et la totalité du Sinaï et de Gaza. Nous allons interroger le professeur Henri Laurence, qui est un grand spécialiste du monde arabe et qui a écrit une histoire en 4 volumes de la Palestine, sur cette guerre elle-même, sur ses conséquences et sur son impact qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est essentiel dans la crise, c'est plutôt la guerre du Yémen. Nasser est complètement embourbé dans la guerre du Yémen, où il soutient les républicains. Une partie importante de l'armée égyptienne se trouve au Yémen. Elle combat donc la révolte royaliste contre la République yéménite. Les royalistes sont soutenus par l'Arabie saoudite. Donc là, il y a un véritable assez de fixation. Et dans la mesure où les Égyptiens ont menacé l'Arabie saoudite, les Américains ont annoncé qu'ils protégeraient l'Arabie saoudite. Donc là, il y a une guerre froide qui est une guerre chaude. Et la stratégie nassérienne durant toute la crise de 1967 ne vise pas en réalité la Palestine, elle vise plutôt à casser le soutien américain à l'Arabie saoudite. La syntaxe du conflit israélo-arabe est une syntaxe qui passe en quelque sorte par des faits accomplis ou des lignes rouges. Et donc en 1957, Israël avait défini que, par exemple, le libre passage par le détroit de Tiran était une ligne rouge, alors que la question restait discutable sur le point de vue du droit international. Et de l'autre côté, les Arabes avaient énoncé comme ligne rouge le détournement des eaux du Jourdain pour alimenter. Et dans la mesure où en 1964, justement, le plan de détournement des eaux du Jourdain a été réalisé par Israël, leur ligne rouge n'a pas fonctionné. Et dans ce cadre-là, ils répliquent par la menace d'un détournement des affluents du Jourdain. Ça c'est le facteur. Et puis le second facteur, c'est la DMZ, la zone démilitarisée. Donc cette DMZ, elle avait été créée entre la Syrie et Israël en 1949 lors de l'armistice de Rhodes, et son statut juridique n'avait jamais été défini. Est-ce que ce territoire appartenait à Israël ou à la Syrie ou aux Palestiniens, puisque c'était un territoire de l'ancienne Palestine. Et depuis le début des années 50, les Israéliens grignotent constamment la DMZ, chassent les populations arabes de la DMZ, ce qui fait que vous avez un facteur de violence continue sur la DMZ. Et dans la mesure où vous avez un gouvernement radical bassiste au pouvoir en Syrie depuis 1963 et surtout 1966, les violences autour de la DMZ se sont accrues dans cette période. Initialement, l'adversaire vraiment d'Israël, est perçu par Israël, c'est la Syrie et l'Égypte. C'est d'abord la Syrie et c'est ensuite l'Égypte. Le thème de la conquête de la Cisjordanie et de Jérusalem en particulier ne surgit dans les débats internes en Israël avant le début de la guerre que assez tardivement. Et comment est-ce qu'on explique cette évolution? Comment est-ce que brusquement Jérusalem et la Cisjordanie s'imposent comme un impératif, alors qu'au début de la guerre, la question n'est pas très importante, ne semble pas très importante? Dans la mesure où Israël n'a jamais reconnu l'intégration de la Cisjordanie à la Jordanie, ça montre bien qu'il existe en permanence un projet israélien de conquête de la Cisjordanie. La seconde chose, c'est le traumatisme de 1957. En 1956, Israël a fait la conquête du Sinaï et les Américains ont exercé de très fortes pressions qui ont emmené l'évacuation israélienne du Sinaï et de la bande de Gaza.
Et dans ce cadre-là, les hommes politiques israéliens et les militaires israéliens ne pensent pas faire une guerre d'annexion, tout simplement parce que, avant le 5 juin 67, ils sont tout simplement persuadés que s'ils lancent une guerre de conquête, immédiatement les Américains interviendront et les forceront à évacuer les conquêtes. La bonne surprise viendra dans l'été 67 où ils comprennent qu'il n'y a pas de veto américain complet sur la conquête. Le président américain est visiblement exaspéré par les velléités israéliennes de mener une guerre préventive. Il le dit à plusieurs reprises, il n'aime pas le terme de guerre préventive, il y est hostile, et pourtant il va laisser faire. Et mieux, il va ensuite diplomatiquement, totalement protéger Israël. Vous avez plusieurs choses comme le monde. D'abord, vous savez que le système américain est relativement pluraliste, donc vous avez plusieurs échos différents venant de l'administration Johnson. Nasser les exaspère profondément, en particulier à cause de la guerre du Yémen et de son rapprochement qui est beaucoup plus fort avec l'Union soviétique. Dans cette période, cela dit, si on prend, disons, la crise au mois de mai, les Américains pensent que c'est une crise supplémentaire dont ils n'ont vraiment pas besoin parce qu'ils sont complètement embourbés dans la guerre du Vietnam et donc créer un second front Est-Ouest, guerre au Proche-Orient, ce serait une catastrophe. Enfin, ils n'en ont pas besoin vraiment, vu que leur énergie est déployée sur le sud-est asiatique. Alors ensuite, vous avez une évolution, en particulier dans l'entourage proche de Johnson, qui dit, après tout, une défaite égyptienne pourrait amener l'effondrement du régime nassérien, donc une défaite majeure pour l'Union soviétique. Tout le monde est persuadé que si guerre il y aura un casus belli, et un casus belli qui sera fait par le fait qu'un navire israélien entrera dans le détroit de Tiran et se fera tirer dessus par les Égyptiens, mettant les Égyptiens en position d'agresseur. Et donc... Non, et non seulement ça n'arrive pas, mais Nasser aurait prévenu les Américains qu'il ne tirera pas. Qu'il ne tirera pas. Et c'est le sens de l'apostrophe de Gaulle aux Israéliens, ne tirez pas les premiers. Donc, dans la mesure même où les acteurs israéliens comprennent que le casus belli risque de leur échapper, ils décident de l'attaque du 5 juin sous un faux prétexte, sur un mensonge inventé. Donc, ils ont inventé une pseudo-agression égyptienne. Personne n'a été vraiment dupe, pas par la presse française, évidemment. 1er septembre 1967, le sommet arabe de Khartoum. C'est l'idée qu'il faudra faire un sacrifice politique. Et l'idée, par exemple, pour l'Égypte, c'est qu'en échange du retour des territoires perdus, l'Égypte serait prêt à abandonner l'état de belligérance avec Israël, parce que toute la syntaxe politique du conflit depuis les armistices de Rhodes est que les combats se sont arrêtés, mais que l'état de belligérance continue. Et c'est à cause de l'état de belligérance que les Égyptiens justifient l'interdiction aux Israéliens d'utiliser le canal de Suez, le détroit de Tiran, le boycott primaire et secondaire d'Israël, et ainsi de suite. Dans la mesure où il y a fin de l'état de belligérance, ça ne veut pas dire reconnaissance de l'état d'Israël, et les Égyptiens ont un beau jeu de dire aux Américains, mais vous savez, vous ne reconnaissez pas la Chine populaire, vous n'êtes pas en guerre avec elle. Nous, on est prêt, entre guillemets, à ne plus être en guerre avec Israël, mais sans avoir à le reconnaître. Et donc la décision américaine qui est
tellement discrète que les historiens n'arrivent pas à la dater précisément. C'est pour ça qu'on dit l'été 1967. Parce qu'il n'y a pas de réunion du Conseil de sécurité nationale, il n'y a pas 50 mémorandums, il n'y a pas de procès-verbaux. Elle est de dire que l'intangibilité des frontières sera consacrée après le règlement territorial. Toute la stratégie nassérienne qui sera continuée par Sadat, mais en réalité Sadat n'est que l'héritier de Nasser, c'est puisque les Américains ne me redonnent pas mon territoire, j'implique totalement les Soviétiques dans mon territoire, ce qui me donne deux choses. D'abord, plus j'aurai de Soviétiques, moins les Israéliens pourront me bombarder parce qu'ils n'oseront pas tuer des citoyens soviétiques. Si je mets des bateaux soviétiques dans le port d'Alexandrie, les Israéliens ne se permettront pas d'aller bombarder le port d'Alexandrie. Donc la présence soviétique me protège. Et puis d'autre part, plus j'aurai de soviétiques en Égypte, plus j'aurai un moyen de marge de négociation avec les Américains. Pour la Cisjordanie, Nasser a été clair, il a dit au roi Hussein, je te donne toute liberté pour négocier avec les Américains si tu peux récupérer la Cisjordanie et Jérusalem. Je ne m'y opposerai absolument pas. Il le dit à Khartoum, enfin il le dit avant Khartoum, il le dit à Khartoum au roi Hussein, arrange-toi avec les Américains pour récupérer la Cisjordanie, quitte à faire des concessions politiques monstrueuses. La guerre de 67 est très liée à la guerre froide arabe, qui est un affrontement frontal entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Et au 1er septembre, elle est finie. Puisqu'à Khartoum, vous avez les deux séditions essentielles. Nasser retire ses troupes du Yémen. Il reconnaît sa défaite au Yémen, il retire ses troupes, et en échange, les deux pays pétroliers, parce qu'il n'y en a que deux à l'époque, que sont l'Arabie saoudite et le Koweït, financent l'effort de guerre de l'Égypte et de la Jordanie. Et puis un peu plus tard, ils le font de la Syrie, mais la Syrie est trop radicale à l'époque pour entrer dans le deal. Autrement dit, la guerre froide est terminée. Interne. Au monde arabe, elle est terminée en septembre 1967. Et l'autre transformation, c'est qu'on change de monde. Jusqu'au 1er septembre, on est dans la guerre froide. À partir du 1er septembre, on est dans la ronde pétrolière. Et c'est une transformation fondamentale de tout le système économique et politique du Proche-Orient. À l'échelle de la région, d'autant plus que la guerre de 67 enclenche le premier mouvement de hausse des prix du pétrole. Dans la mesure où le canal de Suez étant fermé, ça implique le détournement des flux pétroliers par l'océan, par le Cap. Donc ça introduit des coûts de fret supérieurs, et ça enclenche donc le mouvement de hausse du prix du pétrole qui va ensuite s'amplifier les années suivantes. À Khartoum, la décision prise est la décision de la récupération des territoires perdus en 67. Donc on oblitère la notion de libération de la Palestine. C'est pour ça d'ailleurs que l'OLP, enfin de Choukaïri, donc la première OLP, part en claquant la porte de Khartoum parce qu'ils ont parfaitement compris que le mot d'ordre de Khartoum est contre l'intérêt des Palestiniens, enfin en tout cas d'un projet de libération de la totalité de la Palestine. Et disons qu'en fin 67, la vision nassérienne est encore à peu près que le mouvement national, enfin la résistance palestinienne, peut être une petite force d'appoint pour l'armée égyptienne en faisant un petit peu diversion. Et en même temps, un an après, il y a qu'à armer. Oui, non, mais un an après, c'est la révolution palestinienne.
Et à ce moment-là, le mouvement national palestinien, sa prise de pouvoir par Yasser Arafat, devient presque un rival au sens politique du terme, pas militaire, mais politique du terme par rapport à Nasser. Et c'est là où s'introduit cette divergence mortelle entre les objectifs des États arabes, qui est la récupération des territoires perdus en 1967, et le projet de libération de la Palestine, qui est celui de l'OLP d'Arafat maintenant, et ça conduira, mais ça dans un autre contexte, à Septembre Noir en 1910. Mais si vous prenez la séquence temporelle étroite entre les événements de juin, Khartoum, et le 22 novembre 1967, donc la résolution 242, on est dans une logique pas du tout de libération de la Palestine. Les Palestiniens ne sont pas mentionnés dans la 242. On est pour les États arabes dans une logique de récupération des territoires perdus. Est-ce que cette guerre n'aurait pas été paradoxalement une bénédiction pour la renaissance du mouvement national palestinien? À partir du moment où Israël occupe la totalité de la Palestine mandataire, la dimension palestinienne va devenir forte. Secondairement et paradoxalement, la guerre de 67 unifie les Palestiniens de l'intérieur, parce que les Palestiniens de Gaza n'avaient aucune relation avec les Palestiniens de Cisjordanie et avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens de 48, ou les Arabes israéliens. Donc les trois se rencontrent, puisque l'occupation permet aux uns et aux autres de se fréquenter, ce qui n'existait pas avant 1967.